Salut, c'est Rosalie, Morgane. et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour préparer son voyage au Japon. Yeah. Alors ce sera une vidéo en 5 parties pour tout savoir pour préparer son voyage. Donc première partie le visa, deuxième partie la monnaie, troisième partie le transport, quatrième partie la sécurité et cinquième partie la meilleure, la nourriture. Avant de commencer, sachez qu'on fait cette vidéo suite à notre vidéo What's in my bag avec toutes nos affaires, les affaires qu'on emmène pour notre prochain séjour au Japon. Vous nous avez posé plein de questions et du coup on s'est dit on va compléter les informations. Alors c'est parti pour la première partie. Partie visa. D'abord sachez qu'une carte d'identité ne suffit pas, il vous faut un passeport. Oui, parce qu'on est sur un déplacement international, donc pensez à faire votre passeport avant même d'envisager toute demande de visa. On peut le faire de manière simple en quelques semaines. La durée de validité d'un passeport, c'est 10 ans. Vérifiez bien en fait que la durée de validité de votre passeport couvre le délai que vous allez passer au Japon. C'est-à-dire vous ne serez pas accepté si votre séjour continue au-delà de la date de validité de votre passeport. Donc éventuellement, il est nécessaire parfois de refaire son passeport. Attention aussi à ce qu'il vous reste des pages blanches. Parce que toi, t'as des collègues, par exemple, qui voyagent tellement qu'ils n'ont plus de place dans leur passeport. Ouais, ils doivent demander des passeports spéciaux qui contiennent plus de pages. Ok, alors maintenant, la partie la plus intéressante, les visas, pour pouvoir rentrer dans le territoire japonais. Les deux visas les plus courants, enfin ceux qu'on connaît le plus, c'est les visas pour un séjour de moins de 3 mois et visas pour au-delà de 3 mois. Pourquoi, Morgane ? Eh bien, les séjours pour, par exemple, les Français qui veulent aller soit pour raison de business, soit pour raison culturelle, de découverte au Japon pendant une période inférieure à 90 jours. C'est 90 jours, la limite, c'est pas 3 mois. La petite différence peut être importante étant donné les mois, donc il faut bien compter le nombre de jours que vous avez prévu de rester sur place. C'est le visa le plus facilement accessible. Par exemple, pour nous Français, il suffit d'avoir son passeport et d'arriver sur le territoire japonais. Et si vous n'avez pas commis de crime sur le territoire japonais précédemment, vous ne devriez pas avoir de problème et être accepté directement. Entre guillemets, c'est automatique, quoi. T'as rien à faire. Voilà, c'est ça, c'est automatique. Pour les Français, il faut vraiment vérifier la nationalité. Par exemple, j'avais eu un doctorant chinois qui avait dû faire toute une autre formalité parce que ça dépend vraiment de l'origine de votre pays. Donc pensez à vérifier sur le site de l'ambassade du Japon en France quel type de visa vous devez demander. Et alors ensuite, quand tu veux avoir le sésame, le visa pour une plus longue durée. Alors pour une plus longue durée, il y a différents types de visas. Nous par exemple, on a bénéficié d'un visa de travail de chercheur. Donc dans le cadre d'une invitation qu'on avait eue pour faire de la recherche au Japon, il existe d'autres types de visas, dont notamment le fameux PVT, donc le Working Holiday, le fameux visa qui vous permet de rester 1 an et de travailler et de profiter de la vie au Japon. D'ailleurs, ça porte un drôle de nom, parce que vacances-travail, pour un Français, ça fait bizarre, vacances et travail ensemble. C'est une année de découverte, mais il faut avoir moins de 30 ans. Et après, il y a des visas étudiants, des visas d'époux, d'épouses, et plein d'autres types de visas. Par exemple, si vous êtes un businessman, vous pouvez demander un visa particulier. Il y a plein de conditions, et le Japon cherche à être plus attractif, et il y a des nouveaux visas maintenant pour les métiers à haut potentiel, comme ils disent. À la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les investisseurs ou pour les ingénieurs. Donc selon les cas, il y a combien de visas ? Il y a 28 visas différents. Alors pour les obtenir, il faut aller à l'ambassade du Japon. Ouais, il faut aller à l'ambassade du Japon à Paris, c'est vers les Champs-Élysées, donc il faut prévoir d'y aller en personne. Vous devez déposer les documents en personne. Quelqu'un d'autre peut aller les récupérer 4 ou 5 jours après, muni du petit sésame qui vous aura été donné quand vous aurez déposé tout votre dossier, mais vous êtes obligé d'envisager cette étape au moins une fois de déplacement physique à Paris. À noter qu'il y a d'autres représentations du Japon en France, je crois à Strasbourg et à Marseille, à vérifier sur le site de l'ambassade de France au Japon, ce qui, pour certains qui par exemple habiteraient en Corse, rend les choses plus faciles que d'aller à Paris. Alors, petite astuce à propos de l'ambassade de Paris, parce qu'on en parle comme si c'était facile, mais t'as quand même des dispositions à prendre. Alors, vérifiez le moment où vous pouvez aller le déposer, et déposer le dossier, en fait, ça se fait le matin, forcément, un jour de semaine, et le retrait du dossier se fait forcément l'après-midi, et le matin, à l'ouverture de l'ambassade, c'est-à-dire à partir de 9h30. Ouais, tu dis ça comme si on allait chercher son pain en boulangerie, mais en fait, faut prévoir qu'il y a une foule immense. Ouais, il vaut mieux prévoir d'arriver bien en avance pour être sûr de passer le jour visé. Donc nous, avant même l'ouverture. Ouais, avant même l'ouverture. On était venus faire la queue, je pense, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant. Dites-vous que c'est comme pour un concert. Et vérifiez sur le site de l'ambassade maintenant, comme pour la poste, ils mettent le moment où elle est la plus fréquentée. Donc par exemple, il faut mieux éviter le lundi.
Ouais. Alors, une fois qu'on a réglé toutes ces histoires de visa, de manière de rentrer sur le territoire, deuxième partie, la monnaie, l'argent. Alors déjà, si vous êtes résident, si vous avez le super visa longue durée, vous pouvez vous ouvrir un compte en banque. Et du coup, c'est super facile parce que vous pouvez absolument tout faire. Mais pour tout un chacun, comment est-ce qu'on gère, Morgane ? Alors, plusieurs façons de faire. Déjà, la première façon, c'est peut-être de demander de retirer de l'argent en yens. Donc là, il faut aller à votre banque en France. Comme ça, vous aurez déjà quelques yens à disposition. Donc c'est quelque chose qui peut être rassurant dans le cadre d'un premier séjour. Donc ça, c'est la première étape. Sachant que vous aurez aussi des distributeurs bancaires au Japon et aussi des bureaux de change dès l'aéroport. Donc aéroport de Haneda, Narita, les plus gros aéroports du Japon, vous donnent directement accès à des bureaux de change. Donc vous pouvez aller avec vos euros les changer directement. Vous avez aussi accès à des distributeurs bancaires. Donc pendant que Rosalis joue avec les différents Non, en types fait, de billets- j'essaie de faire un truc parce que vous connaissez Ranma 1,5 ? En fait, il y a une technique avec les pièces qui ont des trous. Et en fait, tu fais ça et puis t'aspires l'énergie du combattant adverse. Et du coup, quand tu vas au Japon et que t'as des pièces, eh ben, tu cherches toutes les pièces qui ont des trous au centre. C'est trop intéressant. Et Voilà, donc, c'est les la pièces culture avec manga. les trous au centre, c'est 5 yens et 50 yens. C'est trop bien. Donc ça, c'est la première façon. Pensez, si vous comptez retirer de l'argent avec votre carte bancaire, à vérifier en amont les frais bancaires que prend votre banque en France. Ça dépend vraiment de la négociation et du type de carte que vous avez eu. Moi, je vous recommande d'avoir une carte Visa ou Mastercard, mais même si vous avez une carte Visa ou Mastercard, vous n'allez pas forcément payer les mêmes frais que votre copain qui est aussi allé au Japon. Ça dépend vraiment de votre banque et du contrat que vous avez souscrit, de la même manière que les plafonds de retrait ou les plafonds de paiement. Donc pensez à vérifier ça avec votre banquier, votre conseiller, avant de partir. Et donc, la question qui revient très très souvent, c'est combien d'argent faut que tu prévois ? Est-ce qu'il faut que tu retires un gros paquet d'argent pour aller au Japon ? En fait, si tu as une carte bancaire où tu es sûr de pouvoir retirer sur place et que tu as des frais bancaires de retrait quasiment nuls, ça vaut pas forcément le coup de partir avec énormément de yens sur soi. C'est toujours risqué, surtout en fait sur la partie française. Quand on est au Japon, on craint pas trop. Non, mais c'est vrai, on craint pas trop de se faire piquer de l'argent. Hein. Les Japonais payent énormément en cash. Moi-même, il m'est arrivé d'être payé en cash par rapport à mon travail et de toucher des sommes hallucinantes et de me T'as genre balader 4 mois avec... de salaire en cash. Voilà, donc c'est... Tu vas au secours. Et c'est normal, quoi. Ouais. Et bon, bah, à ce moment-là, attention malgré tout, parce qu'on a été habitué en France à faire attention, mais au Japon, voilà, c'est un élément habituel. Moi, je recommande de pas forcément avoir trop de monnaie, avoir de quoi, par exemple, payer ses 2-3 premières nuits d'hôtel, un peu de transport en commun, en yens. Donc, par exemple, 50 000 yens, c'est une bonne somme à viser, c'est l'équivalent de 400 €. Comme ça, vous êtes sûr, si vous avez un problème avec votre carte bancaire, de trouver le temps sur place pour contourner le problème et donc être tranquille et vivre votre arrivée au Japon en toute quiétude. Sachant que, juste pour l'historique, parce que les choses ont beaucoup évolué en à peine quelques années, mais les toutes premières fois où t'es parti au Japon, t'es parti avec un paquet d'argent que t'avais converti par ta banque en France. Ensuite, comment t'as fait ? T'as pris un paquet d'argent en euros et tu les as convertis une fois au Japon parce qu'il y a des Travelex où tu peux changer ou même à l'aéroport. Jusqu'à venir à aujourd'hui où tu prends quasiment plus rien et tu fais tout avec ta carte bancaire et puis tu retires dans les ATM qu'il y a un peu partout, même dans les combini. Voilà, parce que grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques de 2020, il y a eu un énorme effort fait à destination des Occidentaux, des étrangers, et par exemple, tous les combini 7-Eleven sont dotés de distributeurs bancaires qui acceptent les cartes européennes. Il y a même la langue française et plein d'autres langues originales d'ailleurs, donc il y a vraiment eu une ouverture. On a vécu ça, auparavant il n'y avait que le japonais et l'anglais, et maintenant c'est très facile de retirer de cette manière-là. Donc, sachant qu'avant il y a eu une époque où tu m'as dit qu'on allait mourir. Pour l'anecdote, il y a eu une époque où on pouvait très peu retirer d'argent, et nous, on n'avait plus d'argent en fait. Tout ce qu'on avait prévu pour le séjour, c'était fini. Il nous restait quoi ? Une nuit ? Il nous restait 800 yens. Oui, et puis il nous restait une nuit à faire, il fallait qu'on prenne le transport pour aller à l'aéroport, et on n'avait plus rien, quoi. Et toi, tu m'as dit, on va mourir. Et je vous dis, dans la vraie vie, Morgane, il est dramatique. Il te le dit sérieusement, on va mourir. Moi, j'ai eu envie de pleurer, parce que on peut rien faire, on peut pas aller prendre l'avion à pied et tout.
Et en fait, il suffisait qu'on trouve un ATM, un distributeur, qui était tout en haut du 109 Shibuya. Voilà, Marukyu. c'était un de ceux qu'on avait identifié comme Voilà. acceptant les cartes. Mais c'était vraiment, il y a maintenant 7 ans, à une époque où le nombre de distributeurs qui acceptaient les cartes japonaises était beaucoup plus... Cartes françaises. Les cartes françaises beaucoup plus réduites. Ouais, alors sinon, pour l'anecdote, il y a plusieurs types de billets au Japon. Et un billet très rare, c'est le billet de 2000 yens, que du coup, Morgane, tu conserves précieusement comme un porte-bonheur. Voilà, porte-bonheur, porte-chance. On le trouve très rarement. Moi, en fait, durant tous nos séjours, je ne l'ai vu que 2 fois. Ouais, et voilà. Et du coup, tu le gardes avec ton passeport. Voilà. Carrément. Carrément. Et alors, il y a d'autres moyens de paiement maintenant, parce que le monde évolue. Ça va faire la transition avec la troisième partie, le transport. Parce que là, c'est... en fait, c'est un pass-case Doraemon que tu accroches à ton sac. Ça, c'est celui de Morgane. Et en fait, il y a la carte Suica, la carte de transport, qui permet aussi de payer à certains endroits. Voilà, ça permet. C'est équivalent un petit peu du paiement sans contact en France, sauf que là, vous chargez, c'est un porte-monnaie numérique que vous chargez, et vous pouvez du coup payer dans les combini ou même à votre restaurant de manière très simple. Il y a beaucoup de cartes équivalentes au Japon que vous chargez et que vous pouvez utiliser dans une vaste gamme de magasins. Dans les 7-Eleven, par exemple, il y a la carte Nanako qui vous permet aussi de cumuler des points de fidélité et ensuite d'avoir des réductions. Donc c'est très intéressant. C'est un petit peu comme la tentative de carte Monéo. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, donc avec ça, tu bipes, tit, pour aller dans tes transports, le métro, les lignes JR. Alors justement, comment ça marche par exemple à Tokyo ou même dans les villes de province, les transports, comment ça fonctionne? Eh bien, on accède directement au transport en bipant sa carte, comme tu dis. On avait d'ailleurs fait une vidéo de présentation de comment accéder et recharger sa carte Suica au Japon. C'est vraiment très simple, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc, on bip en entrant, on bip en sortant, et c'est en sortant, en fait, qu'on est débité du montant qui correspond à son déplacement. Et maintenant, l'utilisation de la carte Suica, il s'est vraiment démocratisé, pas seulement à Tokyo, on peut l'utiliser dans d'autres villes, et voir même dans des bus, dans des zones plus reculées. À noter que la carte Suica maintenant peut être chargée dans les iPhones, c'est-à-dire on peut n'utiliser plus que son téléphone portable, ce qui était le cas d'ailleurs avec d'autres types de téléphones, mais maintenant même les iPhones permettent ça au Japon, ce qui permet d'éviter de se balader dans le bus, à par exemple prendre un petit ticket et payer à la sortie du bus. Donc c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs, les bus, ça fonctionne d'une manière assez particulière. C'est selon la distance que tu fais. Oui, c'est pareil pour le métro. C'est suivant la distance que tu fais que tu payes. Et effectivement, dans les bus, en fait, tu prends un ticket qui correspond à l'endroit dans lequel tu es monté. Et c'est au moment de payer à la sortie que le chauffeur regarde à quelle station t'es monté et tu payes la somme correspondante, qui d'ailleurs est affichée dans un petit panneau lumineux à l'intérieur même du bus. Donc, toujours par l'avant, on rentre par l'avant du bus et on ressort par l'avant du bus et c'est là que tu peux payer. Petite parenthèse, mais les trains au Japon sont superbes. Celui-là, par exemple, il a une tête de Iron Man. C'est vrai. Il y a une gamme incroyable de trains. C'est pas étonnant que les petits japonais soient fans de trains. Moi, je pense que je serais devenu un Densha Otaku si j'étais né et si j'avais grandi au Japon. Parce que chaque train a sa personnalité, à la fois extérieure et intérieure. Ils sont super propres. Et puis le most du most, c'est quand même le Shinkansen, l'équivalent du TGV qui est à l'heure. Toujours propre, on voit les dames le nettoyer aux différents terminus, c'est assez incroyable de voir la vitesse à laquelle elles opèrent, en moins de 10 minutes, tout est propre, elles nettoient tout est nickel. Elles retournent tous les sièges. Ouais. C'est vraiment des opérations très bien menées, et en plus, par exemple, quand on habite à Tokyo, il y a un nombre de Shinkansen absolument hallucinant, c'est un peu comme de prendre le métro ou le tramway. Donc le Shinkansen, c'est le train à haute vitesse, qui en plus est hyper ponctuel. C'est juste trop bien. Donc, on en a fini avec la troisième partie, on passe à la quatrième partie. Ouais. La sécurité. Que faut-il savoir sur la sécurité au Japon? Que c'est un pays ultra sûr. Voilà, mais il n'y a rien à savoir d'autre que c'est sûr, quoi. Voilà, il y a quelques quartiers à éviter. On sait, à Shinjuku, il y a des quartiers un peu chauds. Mais à part ça... la nuit, voilà. Mais vraiment, si tu te balades tard le soir et que tu te fais alpaguer par quelqu'un...
Voilà, mais C'est sinon, vraiment une exception parce que tout le reste, c'est vraiment d'une tranquillité incroyable. On peut aller marcher, on peut aller courir en pleine nuit sans craindre une mauvaise rencontre. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Et un signe qui ne trompe pas, c'est par exemple dans les cafés, dans les restaurants, les gens, généralement, ils vont poser leur sac avec leur papier d'identité, leurs moyens de paiement et autres ouais, pour même nous, réserver hein. leur place. Et en fait, après, ils vont aux toilettes, ils vont passer commande au comptoir sans se poser une seule question. C'est bien un signe que Ouais. la confiance règne et que les gens font très attention. Voire même D'ailleurs, tu travailles avec ton MacBook et puis tu laisses ton MacBook en plan en train de se charger sur une prise et puis tu pars faire une nouvelle commande ou tout ça. D'ailleurs, une anecdote, c'est qu'une fois, dans une machine automatique où je payais mon repas, j'avais oublié de récupérer toute la monnaie. La monnaie en question, c'était plus de 7000 yens, donc grosso modo 55 euros. Et il y a quelqu'un qui passait après moi quelques minutes après, qui est venu demander dans le restaurant qui avait payé en dernier et qui avait oublié sa monnaie, c'était moi. C'est tout à fait le Japon, quoi. La monnaie, elle pouvait être récupérée telle quelle au distributeur, et voilà. C'est vraiment classe. Ouais, c'est beau. Mm. De manière générale, de toute manière, vous pouvez vous dire c'est un pays hyper respectueux, il n'y a pas de vandalisme, tout est beau, tout est propre et tout est mignon. Donc on est autant tranquille dans un paysage comme ça, très vert, à Yamanashi, la campagne, que en pleine ville, à Tokyo, là où ça grouille partout, où on est entassés les uns sur les autres. Parce que tout le monde est respectueux, quoi. Et même pendant les Matsuri, où il y a énormément de festivités, donc énormément de gens, on est super tranquille, t'as pas besoin de faire attention à ton sac, il va y avoir des pickpockets ou trucs comme ça, non, c'est super zen. Franchement, c'est un bol d'air, en fait, quand il va. Mm. Et donc, est-ce qu'on en a fini avec la 4e partie ? Ouais. Ouais. En fait, il y a vraiment rien à dire sur la sécurité. Mais bon, quand c'est un premier voyage, c'est quand même toujours bon à savoir. 5e et dernière partie, la nourriture. Alors, la nourriture, que dire si ce n'est que c'est l'endroit où on mange le mieux au monde. Franchement, tu vas dans n'importe quel restaurant, plusieurs types de nourriture, tout est bon, tout est beau. Ça peut être mignon, ça peut être animé. Enfin, quand je dis animé, ça peut être sur une thématique d'animé ou ça peut être voilà, tout ce que tu veux. Alors, il y a plusieurs types de nourriture. Tu voulais dire, Morgane ? Oui, je pense que si c'est ton premier voyage au Japon, tu peux te dire peut-être que les Japonais ils mangent que des sushis et des yakitori, mais en fait pas du tout. Il y a énormément de gammes de nourriture et par exemple nous qui ne mangeons pas de viande, pas de poisson, on y trouve tout à fait notre compte tellement il y a de diversité. C'est vraiment un pays dont la richesse culinaire est très importante, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir juste en se basant sur les restaurants japonais. Oui. C'est vrai que moi, avant, quand j'y allais et que je disais je mangeais pas de poisson, tout le monde me disait oh, mais tu vas rien manger au Japon. Alors que, mais t'as une variété de nourriture, déjà, ils utilisent l'œuf, mais d'une manière sublimée, à outrance. Puis, je sais pas, tu te régales avec plein de trucs que tu connais pas ailleurs, les okonomiyaki, les takoyaki, les ramen, les udon, enfin bref, plein de choses. Que d'ailleurs, sur ma chaîne, il y a plein de vidéos de dégustation. Et maintenant, depuis qu'on est végétarien, végétalien, vegan, on se rend compte que... honnêtement, quand on est à Tokyo, c'est là qu'on a le moins de difficultés à trouver de la nourriture végane. On a moins de difficultés que même en France, tellement il y a de choix. Il y a aussi toute une culture japonaise basée sur le Shōjin Ryōri, la nourriture des moines, qui se base justement sur la culture des plantes, l'utilisation du tofu, qui est absolument délicieuse. Moi, au début, il y a 10 ans, j'aurais dit le tofu, mais ça n'a aucun goût, c'est pas très bon. Mais en fait, il y a tellement de variétés, tellement de manières de le préparer, c'est vraiment un délice. Et ça, fait partie des choses que j'ai découvert au Japon, parmi plein d'autres. Après, on va pas dire qu'il faut manger comme un moine pour manger vegan, hein, parce qu'au contraire, même si tu vas juste dans un family restaurant, un restaurant où on y va en famille, c'est-à-dire genre le Quick McDo occidental, quoi, tu trouves plein de choses, parce que t'as une culture sur les légumes, t'as une culture sur savoir bien manger, et puis t'as vraiment aucune difficulté à savoir ce qu'il y a à l'intérieur des plats aussi, parce qu'ils te mettent toujours les allergènes, ils te mettent même les calories. Enfin voilà, tu manges tranquille, et franchement c'est hyper savoureux. Même si tu vas manger un plat classique, genre tu vas manger un plat français, une crêperie, ou tu vas manger dans un resto italien des pâtes ou des pizzas, mais elles sont hyper bonnes. Tu trouveras pas une mauvaise pizzeria.
Ouais, c'est génial. Et enfin, dernier détail qui concerne autant la nourriture que les moyens de paiement, que le fait d'avoir un bon visa et tout ça, c'est les cartes de fidélité. Les Japonais en raffolent, parce que collectionner des points, collectionner des avantages, c'est le truc. Mais en plus, ça t'augmente vachement ton pouvoir d'achat. Et en fait, à partir du moment où tu as une carte de résident, tu as accès à tout ça. Tu peux te créer une carte à points dans plein d'endroits. Ou même, il y a des endroits où t'as pas besoin d'être résident, genre au Gundam Café, c'est bon. Et il te suffit de tamponner, et au bout d'un moment, t'as droit à genre un repas gratuit, ou alors au karaoké, t'as droit à une séance gratuite. Ou de réduction. Voilà. Et mine de rien, c'est pas rien, hein. Non, c'est énorme, effectivement. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout le système japonais dans les magasins est basé sur le fait que les gens sont supposés avoir les cartes en question. Donc si vous voulez vraiment payer le juste prix, ayez ces cartes-là pour collectionner les points. C'est vraiment ultra important et on fait vite des économies par ce biais-là. D'ailleurs, systématiquement, quand vous payez, vous passez en caisse, ils vous demanderont toujours si vous avez votre pointo card, la carte à points. Parce que voilà, t'es censé en avoir, quoi. Voilà, c'était le petit détail de vie quotidienne pour clore cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors Morgane, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour bien préparer son voyage? Ne stressez pas, au Japon il y a vraiment tout qui est très confortable, c'est sans doute l'un des pays, si ce n'est le pays le plus confortable. Donc si vous oubliez quelque chose dans votre valise, vous le trouverez au Konbini ou au magasin du coin. Et les gens sont très gentils et très sympathiques, donc n'hésitez pas à aller poser des questions aussi. Ils sont tellement gentils des fois que c'en est même à nous rendre timides nous-mêmes, parce que quand ils vous accompagnent jusqu'à la station de métro pour vous dire c'est par ici qu'il faut prendre le train, c'est vraiment très très gentil. Voilà, donc... Si je ne m'abuse, Morgane, c'est l'endroit au monde où tu préfères voyager. Ouais. C'est l'endroit le plus tranquille au monde. Et voilà, alors du coup on vous donne rendez-vous à de prochaines vidéos, peut-être au Japon justement. Bye bye, bye. C'est parti pour la première partie. C'était une nouvelle vidéo de préparation de voyage au Japon. Mais pourquoi tu dis pas avec moi de préparation de voyage au Japon avant de partir en voyage pour notre prochain chez. Franchement, la nourriture au Japon, c'est vraiment pas un souci. Achou, on emmenait dans nos bagages pour ce prochain séjour. Prochain séjour. Ça fait depuis 3 minutes que j'étais comme ça. Mais faut écouter tes instincts, Morgane, si t'as envie d'éternuer, t'éternues. Et enfin... J'avais encore un truc. Ah oui, vas-y. Mais je sais plus ce que j'avais rajouté.